Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va voir 3 histoires réelles terrifiantes qui ont un point commun, c'est qu'elles concernent de près ou de loin la France. Et vous verrez que dans certains cas, la France n'est pas que victime. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime évidemment pour le soutien, sachez que ça aide énormément la chaîne et les vidéos. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram que je vous remets juste ici. AkenTV si vous souhaitez suivre l'envers du décor, m'envoyer vos histoires terrifiantes qui vous sont arrivées à vous pour des vidéos spéciales abonnés. Et j'avais aussi besoin de vous. J'aurais aimé avoir votre avis sur quelque chose et pour ça je vous invite à me répondre en commentaire. J'aimerais savoir comment vous voyez la chaîne. Je m'explique. À une époque, je faisais principalement des threads d'horreur qui venaient de Reddit, donc c'était normal qu'on voit la chaîne comme une chaîne de threads d'horreur. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de vidéos qui ne sont plus du tout des histoires de Reddit. J'en fais quasiment plus, pour ne pas dire plus du tout. Donc justement, j'aimerais savoir maintenant pour vous, la chaîne est une chaîne de quoi? D'histoires d'horreur, plutôt sur du paranormal, des mystères? Dites-moi ça, je suis assez curieux de savoir justement vous comment vous visualisez un peu la chaîne. Je vous embête pas plus avec l'introduction, j'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans nos 3 histoires terrifiantes. On pense souvent que les histoires d'espionnage au cinéma sont exagérées, mais ce que peu de gens savent, c'est que la réalité cache parfois des secrets bien plus sombres que la fiction. Plongeons dans l'histoire de l'opération satanique, celle qui a conduit au coulage du Rainbow Warrior. Peu de gens savent qu'un jour, le service de renseignement extérieur français, la DGSE, a fait exploser un navire de Greenpeace en plein territoire allié. Une affaire digne d'un film. Agents infiltrés, armes nucléaires, explosifs surpuissants et fuites sous-marines. Et pourtant, rien de tout cela n'est inventé. C'est arrivé et les conséquences ont été elles aussi bien réelles. Au cœur des tensions de la guerre froide et de la montée des mouvements écologistes, une opération secrète allait secouer le monde entier. L'opération satanique. Imaginée par les services de renseignement français, sa mission était claire, réduire au silence le Rainbow Warrior, le navire amiral de Greenpeace, alors amarré en Nouvelle-Zélande. Même son nom semble tiré d'un roman d'espionnage. Opération satanique, un nom chargé de mystère, et l'exécution du plan fut tout aussi digne d'un thriller, avec son lot de secrets, de manipulations et de tensions insoutenables. L'opération démarra dans le plus grand secret. 3 agents de la DGSE embarquèrent à bord d'un yacht nommé UVA. Leur mission, acheminer discrètement 2000 ventouses jusqu'en Nouvelle-Zélande. Une fois sur place, les explosifs furent remis à 2 autres agents, Dominique Prieur et Alain Maffard, qui se faisaient passer pour 2 jeunes mariés sous les faux noms de Sophie et Alain Turand. Mais ce n'était qu'une étape. Les mines passèrent encore une fois de main en main, cette fois vers les démolisseurs, 2 plongeurs d'élite, Jean Camas et Jean-Luc Quisté, agissant sous 2 nouvelles identités. Après plusieurs jours d'infiltration et de collecte d'informations, certains agents allant même jusqu'à s'introduire incognito au sein de Greenpeace, le moment fut choisi. Une nuit, les plongeurs glissèrent silencieusement dans les eaux sombres du Marsden-Wharf, à Auckland. Dans l'obscurité oppressante, ils fixèrent les 2 charges explosives directement sur la coque du Rainbow Warrior. Le compte à rebours était lancé. À 23h38, la première charge explosa, déchirant la coque du bateau et laissant un trou béant, large comme une voiture. Dans le silence de la nuit, le bruit résonna comme un coup de tonnerre. L'équipage, paniqué, fut rapidement évacué. Mais personne ne savait encore que le pire restait à venir. Quelques minutes plus tard, certains membres revinrent sur le pont, pensant pouvoir comprendre ce qui s'était passé et filmer les dégâts. Parmi eux se trouvait le photographe Fernando Pereira. Son premier réflexe fut de descendre sous le pont pour tenter de sauver son matériel. Ils ignoraient tous qu'une seconde charge attendait encore dans l'ombre. À 23h45, la seconde explosion retentit. Cette fois, Fernando Pereira était toujours à bord. La déflagration fut si violente qu'elle projeta certains membres d'équipage dans l'eau, tandis que d'autres parvinrent à s'enfuir de justesse. Mais Fernando, lui, n'eut aucune chance. Pris au piège sous le pont, il se retrouva prisonnier alors que l'eau s'engouffrait à une vitesse terrifiante. En l'espace de 4 minutes, le Rainbow Warrior sombra partiellement dans les profondeurs. La mission était accomplie, mais une vie venait d'être brisée. Une question brûle les lèvres. Pourquoi une branche du gouvernement français a-t-elle jugé bon de faire exploser le navire d'une organisation civile comme Greenpeace? Un acte aussi extrême qu'aujourd'hui, beaucoup n'hésitent plus à qualifier
d'actes de terrorisme d'État. Pour comprendre l'opération satanique, il faut se replonger dans le contexte géopolitique de l'époque. Nous sommes au milieu des années 80, en pleine guerre froide. Les grandes puissances s'affrontent dans l'ombre, chacune cherchant à imposer son influence. La France, de son côté, entend réaffirmer son autorité et poursuivre ses ambitions nucléaires, notamment à travers une série d'essais dans le Pacifique. Depuis 1966, Paris mène des tests nucléaires sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. Mais en 1985, plusieurs pays du Pacifique, l'Australie, les îles Cook, Fidji, Papouasie, Nouvelle-Guinée et bien d'autres s'unissent et signent le traité de Rarotonga, transformant la région en zone interdite aux essais nucléaires. Une décision qui, évidemment, fit bondir la France. Greenpeace, à cette époque, était devenu l'un des visages les plus visibles de la lutte pour la protection de l'environnement. L'organisation s'était forgée une réputation solide, admirée par beaucoup, mais détestés par certains gouvernements. Leur cible principale, les essais nucléaires et la destruction des écosystèmes. Depuis 1977, leur navire amiral, le Rainbow Warrior, sillonnait les mers pour dénoncer la chasse à la baleine, le massacre des phoques, le déversement de déchets toxiques et bien sûr, les expérimentations nucléaires. En 1985, le navire fut déployé dans le Pacifique Sud, au plus près des zones de test. Cette même année, son équipage réalisa un exploit, relocaliser plus de 300 habitants des îles Marshall loin des terres contaminées par les essais américains. Après cette mission, le Rainbow Warrior mit le cap sur la Nouvelle-Zélande. Son objectif, mener une flotte de protestation contre la poursuite des essais nucléaires français dans la région. Et c'est précisément là que la France décida d'agir. La France n'avait jamais eu la réputation de faire dans la dentelle. Lors des précédentes manifestations, des commandos avaient déjà abordé de force des navires de protestation qui s'étaient aventurés trop près des zones interdites. Mais en 1985, Greenpeace comptait frapper un grand coup. Déployer des militants directement sur les atolls afin de surveiller les essais nucléaires et de documenter les explosions. Une stratégie audacieuse, mais Paris avait déjà un tout autre plan en tête. Sans surprise, la Nouvelle-Zélande prit l'attentat très au sérieux. Ce qui suivit fut l'une des plus vastes enquêtes policières de toute l'histoire du pays. Peu à peu, les pièces du puzzle se mirent en place, et la découverte de l'opération satanique, ainsi que l'identité des responsables, se déroula comme un véritable thriller. Chaque nouvel indice révélait une affaire plus complexe, plus sombre et plus explosive qu'on ne l'imaginait. L'enquête progressa rapidement. 2 agents français furent vite identifiés. La capitaine Dominique Prieur et le commandant Alain Maffat. Repérés par un voisinage vigilant, ils furent arrêtés sans délai. Les passeports suisses ne trompèrent pas longtemps les autorités. Leurs vraies identités furent découvertes et le lien avec le gouvernement français ne tarda pas à éclater au grand jour. Les autres membres du commando, en revanche, eurent plus de chance. L'une des agentes identifiées réussit à fuir vers Israël avant de pouvoir être arrêtée. Prévenue, les autorités israéliennes s'apprêtaient à l'interpeller, mais un coup de fil mystérieux la mit en garde. Elle disparut aussitôt. Quant à ceux qui avaient introduit les explosifs en Nouvelle-Zélande à bord de l'UVA, ils réussirent à reprendre le large sur le même yacht. À la demande de Wellington, les Australiens les interceptèrent au large de Norfolk Island. Mais faute de preuves, la loi australienne les obligea à les relâcher. Quelques heures plus tard, comme par magie, un sous-marin français, le Ruby, surgit des profondeurs pour les récupérer. L'UVA fut alors coulé discrètement, effaçant les dernières traces compromettantes. Mais le mal était déjà fait. La Nouvelle-Zélande n'avait peut-être pas arrêté tout le commando, mais les tentatives françaises pour effacer les traces ne firent qu'aggraver la situation. Très vite, les soupçons se tournèrent vers Paris. Pourtant, dans un premier temps, la France, alliée de Wellington, nia toute implication. Officiellement, elle alla même jusqu'à condamner l'attentat, le qualifiant d'acte terroriste. À Washington, l'ambassadeur français déclara solennellement que le gouvernement français ne traite pas ses opposants de cette manière. Mais derrière les rideaux fermés, la vérité commençait déjà à remonter à la surface. Lorsque la Nouvelle-Zélande découvrit l'identité des responsables, le gouvernement parla d'une attaque criminelle, une violation flagrante du droit international commise sur son propre territoire souverain, un terme choisi avec soin, en évitant d'employer l'expression « attentat terroriste », Wellington privait la France d'arguments pour se défendre devant l'ONU. Pendant ce temps, Dominique Prieur et Alain Maffat, les 2 agents arrêtés, plaidèrent coupables pour homicide involontaire. Le verdict, 10 ans de prison chacun. La réaction de Paris fut brutale. La France menaça la Nouvelle-Zélande d'un embargo économique sur ses exportations vers l'Union européenne. Pour Wellington, dont l'économie dépendait fortement du commerce avec le Royaume-Uni, ce serait un coup dévastateur. L'image de la France, elle, commençait à sérieusement se ternir.
Pour sauver la face, Paris lança alors sa propre enquête, et la conclusion officielle raconte que les agents étaient innocents. Ils n'avaient fait que surveiller Greenpeace et quelqu'un d'autre aurait fait sauter le navire. Sauf que la version française ne tenait pas. Le Times et Le Monde révélèrent que l'ordre venait du plus haut niveau. Le président François Mitterrand lui-même aurait validé l'opération. Le scandale éclata. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, démissionna. Le directeur de la DGSE, Pierre Lacoste, fut limogé. La vérité, elle, continuait de faire l'effet d'une bombe. Le 22 septembre, le gouvernement français ne pouvait plus nier l'évidence. Devant la pression médiatique et diplomatique, le Premier ministre Laurent Fabius lut une déclaration solennelle. Oui, il y avait bien un complot, oui, la France avait ordonné l'opération et oui, elle avait tenté de la couvrir. Paris fut contraint de verser des millions en compensation à Greenpeace, à la Nouvelle-Zélande et à la famille du photographe Fernando Pereira. Mais il était trop tard, le mal était fait. Wellington, trahi, choisit de réorienter sa politique étrangère. La Nouvelle-Zélande prit ses distances avec la France et même avec les États-Unis, qu'elle jugeait trop silencieux durant la crise. Elle se rapprocha alors des nations du Pacifique Sud, notamment de l'Australie. Aujourd'hui encore, malgré les alliances officielles, l'ombre de l'opération satanique plane. En 2016, le Premier ministre français, Manuel Valls, dut, lors d'une visite en Nouvelle-Zélande, qualifier l'affaire de grave erreur. Car oui, la France a bel et bien bombardé un navire de Greenpeace sur le sol néo-zélandais. Une histoire tellement invraisemblable qu'elle ne peut qu'être vraie. Cette affaire, mélange d'espionnage, d'activisme et de jeu de pouvoir, nous rappelle une chose. Même les opérations les plus secrètes finissent toujours par remonter à la surface. Elle révèle aussi jusqu'où certains États sont prêts à aller pour protéger leurs intérêts, quitte à sacrifier la vérité, les alliances et parfois des vies. La noyade, l'une des façons les plus terrifiantes de mourir. Une fois le corps entièrement submergé, le processus s'enclenche, lentement, inexorablement. Tout commence par ce que l'on appelle l'apnée volontaire, ce réflexe instinctif de retenir sa respiration sous l'eau. En moyenne, la plupart des gens parviennent à tenir entre 45 et 60 secondes avant que le corps ne commence à réclamer de l'air. Si, au bout de ces quelques secondes, aucune surface n'est en vue, le corps entre en panique totale. Les poumons brûlent, la peur monte en flèche, pendant que le dioxyde de carbone sature le sang et que l'oxygène s'épuise. Puis, inévitablement survient le réflexe fatal, une inspiration incontrôlable, mais sous l'eau. En un instant, l'eau s'engouffre par le nez, la bouche, la trachée. Le corps lutte, se débat, mais il est déjà trop tard. Après cette dernière bouffée, vient la faim. Et c'est pour cette raison que le waterboarding, qui reproduit cette sensation de noyade, est considéré comme l'une des méthodes d'interrogatoire les plus terrifiantes et inhumaines jamais inventées. Pendant la Terreur, au cœur de la Révolution française, des centaines de milliers de personnes furent exécutées ou moururent en prison, souvent sans avoir commis le moindre crime. Dans la ville de Nantes, un homme en particulier fit couler des rivières de sang. Il ordonna la noyade de milliers d'innocents. Son procédé macabre et méthodique fut baptisé d'un nom cynique, les mariages républicains. Mais ces unions n'avaient rien de romantique, et encore moins de joyeux. Après la naissance de la Première République, la Révolution française sombra dans l'une de ses périodes les plus sombres, la période de la Terreur. Les historiens débattent encore de la date exacte de son commencement, mais pour la plupart, cette ère sanglante s'étend de septembre 1793 à juillet 1794, une époque où la peur régnait et où la mort frappait partout. Sous la Terreur, la France plongea dans un chaos sanglant. Les massacres de masse et les exécutions publiques se multipliaient, attisés par la lutte entre révolutionnaires radicaux et opposants, les conflits autour de l'autorité religieuse et les accusations de trahison prononcées par le Comité de salut public, véritable gouvernement de l'époque. Les chiffres donnent le vertige. On estime qu'au moins 300 000 personnes furent arrêtées. 17 000 furent officiellement exécutées, mais ce nombre pourrait être bien plus élevé. Pour beaucoup, il n'y a même pas eu de procès. Près de 10 000 prisonniers moururent dans les cachots, ou furent condamnés à mort sans jamais voir la lumière d'un tribunal. C'était une époque où la suspicion seule pouvait vous coûter la vie. Durant la Terreur, la mort prenait des formes d'une cruauté inimaginable. La guillotine, censée offrir une fin rapide et humaine, paraissait presque clémente comparée à certaines méthodes employées. Parmi elles, l'une des plus atroces, le mariage républicain. Une pratique macabre qui aurait été utilisée à Nantes sur les rives de la Loire. Le procédé était d'une barbarie absolue. On attachait ensemble, nus,
un homme et une femme avant de les précipiter dans les eaux glacées du fleuve. Il n'y avait aucune logique, aucun répit. On unissait les vieux avec les vieux, les enfants avec les enfants, les prêtres avec les religieuses, tous condamnés à une tombe d'eau. Et derrière cette horreur se cachait un nom, Jean-Baptiste Carrier. C'est lui qui, à Nantes, organisa et supervisa cette méthode d'exécution monstrueuse. Jean-Baptiste Carrier était un politicien et fervent révolutionnaire. En octobre 1793, il fut envoyé à Nantes comme représentant en mission mandaté par la Convention nationale. Sa mission était claire: écraser toute forme d'opposition. À Nantes, il devait mettre un terme à toute activité considérée comme anti-révolutionnaire, peu importe le prix. Mais personne ne pouvait imaginer jusqu'où Carrier serait prêt à aller pour accomplir son devoir. À son arrivée à Nantes, Carrier mit rapidement en place un tribunal révolutionnaire. Son objectif affiché, se débarrasser rapidement des foules de prisonniers entassés. Pendant un temps, des procès expéditifs furent organisés. Mais très vite, Carrier décida qu'il n'avait plus besoin de justice. Il se fit juge, jury et bourreau. Certains furent fusillés, d'autres envoyés à la guillotine, et pour les plus nombreux, Carrier choisit de les faire disparaître autrement. C'est alors que commença l'un des épisodes les plus macabres de la Révolution française. À Nantes, sous la Terreur, personne n'était à l'abri. Ceux qui ne montraient pas un soutien absolu à la Révolution, les prêtres et religieuses catholiques, et même toute personne suspectée de sympathie royaliste, tous finissaient arrêtés, puis condamnés à mort. Pour Carrier, la sentence ne faisait aucun doute. Son moyen d'exécution favori, les terrifiants mariages républicains. À cette époque, la région de la Loire-Atlantique était ravagée par la guerre de Vendée. La ville de Nantes, en première ligne, était au bord de l'effondrement. Famine, typhus, épidémie, tout menaçait d'emporter la population. Plus de 10 000 prisonniers de guerre, des membres du clergé, mais aussi des citoyens simplement accusés d'être anti-révolutionnaires, étaient entassés dans les prisons de la ville. Les conditions y étaient inhumaines. Faim, maladie, cadavres qui s'amoncelaient. Nourrir autant de bouches était devenu impossible. Les épidémies, elles, commençaient à se propager hors des prisons, contaminant les habitants. Carrier reçut alors un ordre glaçant: contrôler la situation à n'importe quel prix. Et c'est ainsi qu'il décida de mettre en place l'une des méthodes d'exécution les plus atroces de toute l'histoire. Pour notre homme, l'idée paraissait simple, presque efficace: noyer les malades et les prisonniers pour enrayer la propagation des épidémies. Mais derrière cette logique glaciale, c'est une boucherie qui se mit en place. On estime que plus de 4000 personnes périrent ainsi, victimes des noyades et des terrifiants mariages républicains. Des innocents, des familles entières, des femmes, des enfants, des prisonniers politiques, tous furent envoyés vers la mort, sans distinction et sans pitié. Carrier, cynique, donna même à la Loire un surnom macabre: la baignoire nationale. C'est là, dans ces eaux sombres, que des milliers d'âmes furent englouties. Deux historiens français, Archibald Alison et Edward Sherman Gould, ont décrit le mariage républicain d'une manière glaçante. Deux personnes de sexe différent, souvent un vieil homme et une vieille femme, parfois un jeune homme et une jeune femme, entièrement dépouillés de leurs vêtements, étaient attachés l'une à l'autre devant la foule. On les exposait ainsi sur une barque pendant une demi-heure, puis on les précipitait dans la Loire. Mais la barbarie ne s'arrêtait pas là. Les prisonniers, femmes enceintes, enfants, vieillards, étaient entassés sur de grandes barques appelées des allèges, conçues spécialement pour les noyades de masse. Ces embarcations, entourées de garde-corps, empêchaient les captifs de se jeter à l'eau pour tenter d'échapper à leur sort. Leurs coques étaient percées de bouchons placés au ras de l'eau, et au signal, les hommes de Carrier, postés sur d'autres bateaux ou sur la rive, retiraient les bouchons et la lège commençait à sombrer lentement. Piégés, enfermés, les condamnés regardaient l'eau glaciale monter autour d'eux, jusqu'à ce que la Loire les engloutisse complètement. Nus, ligotés, entassés sur les barques, ils attendaient parfois des heures, livrés au vent glacé et à la pluie, en sachant que la mort approchait et qu'ils ne pouvaient rien faire. Les plus chanceux recevaient un coup de crosse sur le crâne, les plongeant dans l'inconscience juste avant que les bouchons ne soient retirés. Les autres, eux, vivaient chaque seconde de leur agonie. Une légende raconte que le bourreau en chef de Carrier serait tombé raide mort après avoir assisté à la noyade d'une barque pleine d'enfants hurlant. Carrier, dit-on, aurait alors pris sa place sans la moindre hésitation. Qu'il y ait participé directement ou qu'il soit resté sur la rive à superviser ces noyades, une chose est sûre, il en portait complètement la responsabilité. Au début, ces mariages républicains se déroulaient la nuit pour tenter de les cacher aux habitants et aux autres prisonniers. Mais très vite, Carrier jugea que ce n'était plus nécessaire. Alors, il donna un nouvel ordre glaçant. Désormais, les exécutions se feraient en plein jour. Mais peut-être que ces mises à mort en plein jour avaient aussi un objectif caché.
intimider la population, décourager quiconque d'oser s'opposer à la Révolution, sous peine de finir lui aussi dans les eaux de la Loire. Certaines sources historiques vont encore plus loin. Elles évoquent des récits où, avant même d'être précipitées dans le fleuve, certaines femmes étaient victimes d'abus insoutenables de la part d'hommes postés sur la rive. Des témoignages affirment même que Carrier lui-même aurait participé à ces atrocités. Dans ces conditions, pour beaucoup, la noyade finissait presque par sembler une mort plus clémente. En 1794, Carrier quitta Nantes pour se rendre à Paris, convoqué lors du procès de Robespierre, figure puissante et controversée de la Révolution. Mais très vite, les langues se délièrent, les témoignages s'accumulèrent. On l'accusa directement des noyades de Nantes, de ces milliers d'âmes englouties dans la Loire. Le 3 septembre 1794, il fut arrêté. Lors de son procès, il tenta de nier, affirmant ne rien savoir des crimes qu'on lui reprochait. Mais la liste des accusations était accablante. Pillage, abus de pouvoir, meurtre de femmes et d'enfants, exécution massive et bien sûr, les mariages républicains. À la date du 16 décembre 1794, Jean-Baptiste Carrier fut guillotiné. Une fin rapide, presque clémente, comparée à l'horreur qu'il avait imposée à ses victimes. Il ne fait aucun doute que Carrier a ordonné la noyade de milliers de personnes à Nantes, entassées sur ces sinistres embarcations. Mais ce qui reste encore sujet à débat, ce sont les fameux mariages arrangés. Leur existence n'a réellement été évoquée qu'au procès de Carrier en 1794. Plusieurs témoignages et lettres mentionnent ces unions macabres, mais tous reconnaissent n'en avoir jamais été témoins. Aucune preuve tangible n'a jamais été retrouvée. Ni documents, ni compte-rendu, ni rapport officiel. Même les procureurs et la défense signalèrent à l'époque qu'il n'existait aucun élément concret pour soutenir ces accusations. Pourtant, la légende a pris racine. Au fil des années, livres et articles ont brodé autour de cette image glaçante d'un prêtre et d'une nonne attachés nus, précipités ensemble dans la Loire. Une vision devenue iconique, mais que beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui comme une exagération. Alors ces mariages ont-ils vraiment existé? Rien n'est certain. Ce qui en revanche ne fait aucun doute, c'est que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont bel et bien été noyés, volontairement sur ordre de Carrier. Peut-être étaient-ils nus, peut-être attachés ensemble, peut-être simplement enchaînés au bateau pour les empêcher de fuir. Mais une chose est sûre, que les mariages républicains soient réels ou mythiques, la seule idée de mourir ainsi, englouti vivant, reste l'une des fins les plus atroces qu'un être humain puisse imaginer. Jean-Pierre Chéride naît en 1940 à Alger. D'origine marocaine, il grandit pour devenir l'une des figures les plus radicales de l'extrême droite française, un mercenaire redouté. Ancien parachutiste de l'armée française, il rejoint ensuite l'organisation armée secrète, la tristement célèbre OAS, durant la guerre d'Algérie qui déchira le pays entre 1954 et 1962. Un conflit qui allait forger son idéologie et son goût pour les opérations clandestines. En 1976, Jean-Pierre Chéride refait surface, cette fois-ci en Espagne. Il y collabore avec des mercenaires d'extrême droite, employés directement par les services secrets espagnols. Cette année-là, il participe même au massacre de Monteilloa, l'une des opérations les plus sanglantes de l'époque. Mais son parcours ne s'arrête pas là. À plusieurs reprises, il tente d'assassiner le général Charles de Gaulle, président emblématique de la France d'après-guerre, et en 1978, il parvient à exécuter un coup retentissant, l'assassinat d'Argala, figure majeure du mouvement séparatiste basque. Alors qui était vraiment cet homme? Un simple mercenaire ou un fantôme de la guerre dont la vie n'était qu'une succession d'opérations clandestines et de sang versé? On sait finalement peu de choses sur la jeunesse de Jean-Pierre Chéride. Ce qui est certain, c'est qu'il servit dans l'armée française comme parachutiste durant la guerre d'Algérie. C'est là qu'il se rapproche de l'organisation armée secrète, la redoutable OAS. Cette organisation paramilitaire d'extrême droite, formée en pleine guerre, avait un objectif clair, empêcher coûte que coûte l'indépendance de l'Algérie. Pour y parvenir, elle n'hésitait pas à recourir au terrorisme, multipliant attentats, assassinats et bombardements. Une plongée dans l'ombre dont Chéride ne sortira plus jamais. L'OS s'appuya sur des réseaux déjà existants, des groupes qui se surnommaient eux-mêmes contre-terroristes, forces d'autodéfense ou tout simplement la résistance. Avant même sa création officielle, ces réseaux menaient déjà des attaques ciblées contre le Front de libération nationale algérien et tous ceux qui soutenaient la cause indépendantiste. L'organisation fut officiellement fondée en janvier 1961 en Espagne en réaction directe au référendum d'autodétermination pour l'Algérie organisé par Charles de Gaulle. Car l'histoire coloniale entre la France et l'Algérie, au 19e comme au 20e siècle, était une blessure ouverte.
Pour certains, l'offre de Gaulle semblait morale, juste, presque inévitable. Mais pour d'autres, c'était une trahison insupportable, une atteinte à la suprématie française qu'ils étaient prêts à défendre dans le sang. Dès avril 1961, l'OAS lança une véritable campagne de terreur. En 2 ans à peine, ces attentats en France et sur les territoires algériens firent près de 2000 morts. Durant cette période, tout porte à croire que Jean-Pierre Chéride participa directement à certaines de ces opérations sanglantes. Il est d'ailleurs avéré qu'il fut impliqué dans plusieurs tentatives d'assassinat contre Charles de Gaulle. En métropole, l'OAS recrutait largement au sein de groupes politiques fascistes animés par l'idée d'une Algérie française éternelle. Mais sur le sol algérien, sa composition était plus hétéroclite. L'une de ces branches était dirigée par Jean Guénassia, à la tête d'un groupe d'Algériens juifs, et leur objectif était de riposter aux attaques du FLN contre les quartiers juifs. Dans ce chaos, Chéride s'enfonçait chaque jour un peu plus dans les zones d'ombre de l'histoire, jusqu'à devenir un homme de l'ombre lui-même. La première victime de l'OAS fut Pierre Popy, avocat et président du Mouvement républicain populaire, une organisation démocrate chrétienne. Son crime, avoir déclaré à la télévision nationale « L'Algérie française est morte ». Peu après, l'OAS frappa encore. Roger Gavoury, chef de la police française à Alger, fut assassiné. Rapidement, l'organisation se fit une réputation terrifiante. Ses membres utilisaient des explosifs plastiques et frappaient sans prévenir. Leur objectif principal, cependant, avait un nom, Charles de Gaulle. Le 22 août 1962, dans la banlieue de Petit-Clamart, une embuscade est tendue à son convoi présidentiel. Les balles criblent sa limousine, mais miraculeusement, de Gaulle en sort indemne. L'opération, orchestrée par Jean-Bastien Thierry, avec l'appui de Jean-Pierre Chéride, venait d'échouer. L'année suivante, Bastien Thierry fut exécuté, de Gaulle refusant de lui accorder la grâce présidentielle. Mais la violence extrême de l'OAS finit par lui coûter cher. L'organisation se retrouva assiégée de toutes parts. Le service secret français, les paramilitaires gaullistes et même une partie de l'opinion publique algérienne et française. Début 63, l'OAS est anéanti. Ses membres sont morts, capturés ou en fuite. Beaucoup d'entre eux s'exilent alors, rejoignant des luttes anticommunistes aux 4 coins du monde. C'est ainsi que Jean-Pierre Chéride, ancien soldat devenu homme de l'ombre, finit par trouver refuge en Espagne, un rebelle en quête d'une nouvelle cause. Il fallut attendre 1976 pour que Jean-Pierre Chéride refasse surface, cette fois en Espagne. Désormais exilé, il s'était rapproché d'un réseau de mercenaires d'extrême droite, recrutés directement par les services secrets espagnols. Leur mission, participer au massacre de Monteilloura, une attaque sanglante menée contre les militants du parti carliste de gauche. C'est à partir de là que la vie de Chéride bascula définitivement dans l'ombre. Un monde où la politique, la guerre et les services secrets se mêlaient dans un balai mortel. Le parti carliste, d'orientation socialiste, s'opposait farouchement au régime de Franco, une idéologie insupportable pour Chéride et ses alliés nationalistes. Le 9 mai 1976, les néofascistes passent à l'action. Parmi eux, Jean-Pierre Chéride figure très probablement. L'attaque tourne au carnage, 2 militants carlistes sont tués, 3 autres grièvement blessés. Mais les carlistes étaient pris entre deux feux. Ils subissaient aussi les attaques des partisans franquistes. L'implication du gouvernement espagnol semblait flagrante. La situation était si évidente que même le magazine britannique The Economist s'interrogea publiquement, en se demandant comment, dans une région aussi surveillée, plus de 50 hommes armés ont-ils pu préparer une embuscade de 24 heures et ouvrir le feu sans attirer l'attention. Chéride reste dans l'orbite des services secrets espagnols. Cette collaboration va l'entraîner dans un conflit encore plus sombre, la guerre clandestine menée contre l'État, l'organisation séparatiste basque. Et c'est durant cette période qu'il participe à l'assassinat de José Miguel Benaran Ordenana, figure emblématique du séparatisme plus connu sous le nom d'Argala. Pour Chéride, il n'y avait plus de retour possible. Il était désormais l'instrument des guerres secrètes. Argala n'était pas n'importe qui. Membre influent de l'État, il avait participé à l'assassinat qui avait marqué l'histoire de l'Espagne, celui de Luis Carrero Blanco, le premier ministre de Franco en 1973. Ce jour-là, l'explosion fut si puissante que la voiture de Blanco fut projetée à une telle hauteur qu'on le surnomma après sa mort le premier astronaute d'Espagne. Mais quelques années plus tard, Argala subit à son tour le même sort. Un attentat à la voiture piégée le réduisit au silence. Officiellement, personne ne revendiqua l'attentat. Pourtant, personne n'était dupe. Tout indiquait l'implication de nationalistes radicaux, très probablement avec le soutien discret de l'État.
Dans l'ombre, Jean-Pierre Chéride était déjà devenu un acteur clé de cette guerre clandestine. Après la mort d'Argala, il poursuivit sa traque des membres de l'État. Sa prochaine cible, l'un des activistes les plus influents de l'organisation. L'opération fut un échec, mais Chéride ne comptait pas s'arrêter là. Obsédé par son combat contre les séparatistes basques, il frappa de nouveau. Cette fois-ci, il réussit à éliminer 2 autres militants de l'État, Enrique Alvarez et José Martín Sagardia. Pour Chéride, chaque assassinat était plus qu'une mission. C'était une guerre personnelle. Quiconque s'opposait à sa vision du nationalisme devenait une cible. Au bout de sa vie, Jean-Pierre Chéride est mort le 19 mars 1984, dans une explosion aussi violente que sa propre vie. Pour beaucoup, ce fut un choc. Chéride était un spécialiste des explosifs, un vétéran des opérations clandestines. Et pourtant, ce jour-là, la bombe qu'il préparait explosa prématurément. La charge était destinée à un groupe de membres de l'État, mais ce fut son créateur qui périt, déchiqueté par sa propre arme. L'explosion fut si puissante que des morceaux de son corps furent projetés sur les murs d'une maison voisine. Son faux permis de conduire, miraculeusement intact, permit de l'identifier. Officiellement, il n'y a eu aucun complot. Sa mort fut considérée comme un accident, un coup dur pour les services secrets espagnols qui perdaient l'un de leurs opérateurs les plus expérimentés. Sa famille aurait même reçu une pension à vie du ministère espagnol, bien que les autorités l'aient toujours nié. Même après sa mort, l'ombre de Chéride continua de hanter l'Espagne. En 2008, il était encore accusé d'enlèvement, de torture et même d'être lié à la disparition d'un activiste basque connu sous le nom de Pertur dès 1976, l'année même où il avait refait surface en Espagne. Toute sa vie, Jean-Pierre Chéride avait servi n'importe quelle cause, pourvu qu'elle corresponde à son nationalisme radical. Qu'il combatte les séparatistes algériens pour la France ou les indépendantistes basques pour l'Espagne, il avait toujours été un mercenaire prêt à tuer et à mourir. Et au final, sa fin brutale semble presque inévitable. Et voilà, on en a terminé pour ces 3 histoires qui concernent la France. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter par rapport aux histoires, peut-être que vous y connaissez plus que moi dans les histoires que j'ai pu raconter. Donc si vous avez des choses à ajouter, vraiment c'est avec grand plaisir que j'irai voir tous les détails que vous pouvez fournir. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, que je vous mets aussi à KenTV, comme ça vous êtes sûr de l'orthographe. Vraiment, si vous avez Instagram, allez voir, ce sera un vrai plaisir pour moi de vous retrouver là-bas aussi, c'est peut-être plus simple aussi de communiquer entre nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!